l'Irak fait son grand retour. Il construit un vaste réseau de chemins de fer et de routes reliant la région du Golfe à la Méditerranée. Des milliards de dollars de commerce traverseront le pays et une plus grande prospérité apportera une plus grande stabilité. Du moins, c'est l'idée. Les députés irakiens s'efforcent d'obtenir un consensus. En avril 2024, Bagdad a accueilli une réunion entre les dirigeants turcs et irakiens. C'était la première réunion de ce genre en 13 ans, et les deux parties ont signé plus de 24 accords. Entre autres choses, la Turquie a accepté d'être plus généreuse dans la distribution d'eau, dans le Tigre et l'Euphrate, tandis que l'Irak adoptera une position plus ferme contre les militants du Parti des travailleurs du Kurdistan. Immédiatement après l'accord turc, les diplomates irakiens ont contacté le Qatar et les Émirats arabes unis pour sécuriser les investisseurs, signant au passage des accords supplémentaires. Le projet irakien est l'un des nombreux en lice pour dominer le commerce Est-Ouest. Il y a le corridor du milieu soutenu par la Chine, qui part de l'Asie centrale, traverse la mer Caspienne, puis arrive en Turquie. Il y en a aussi le corridor nord-sud soutenu par la Russie. Celui-ci va de Moscou à Bakou, Téhéran puis Mumbai. Le troisième, c'est le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe. Un peu long à dire, mais il traverse les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Israël et la Grèce, avant d'atterrir en Europe. Le corridor de l'Irak est différent de la concurrence, car il cherche à impliquer les courtiers en pouvoirs régionaux plutôt qu'à les exclure, ce qui explique l'approche irakienne. Cependant, des complications environnementales, une corruption paralysante et des litiges territoriaux en cours font obstacle à Bagdad. Ces problèmes pourraient compromettre les ambitions de Bagdad avant que le ciment ne soit sec. Malgré tout, les bénéfices surpassent les risques. Si cela se concrétise, le projet pourrait transformer l'Irak d'un terreau pour l'extrémisme et l'est devenu un pilier du commerce international. Pas étonnant que les Irakiens croient que cette route pourrait réparer le Moyen-Orient. L'Irak a tout vu. Richesse, pouvoir, conflits, trahison, pauvreté et effondrement. Sa centralité géographique l'a autant béni que maudit. Ces derniers temps, il a été au centre des conflits régionaux. Qu'il s'agisse de l'Iran contre Israël, des négociations saoudiennes et syriennes, ou même des opérations de contre-insurrection turque, tout ce qui se passe au Moyen-Orient entraîne inévitablement l'Irak dans l'équation. C'est ce qui se passe quand on se trouve au centre des choses. Maintenant, Bagdad espère tirer parti de cette centralité pour son propre bénéfice, grâce à un méga-projet de 17 milliards de dollars, intitulé le projet de route de développement. Bagdad cherche à se transformer en un important nœud commercial reliant les fabricants d'Asie aux économies de consommation du Moyen-Orient et de l'Europe. En posant une autoroute et une voie ferrée parallèle de 1200 km du nord au sud à travers son territoire, les décideurs politiques irakiens cherchent à relier la région animée du Golfe à l'arrière-pays turc. Le timing ne pourrait pas être meilleur. Alors que la mer Rouge observe une instabilité et une inquiétude, l'Irak veut se transformer en un canal sec et développer une alternative plus sûre et plus rapide pour le commerce Est-Ouest. C'est un mouvement audacieux. Si cela fonctionne, le corridor pourrait fournir à l'Irak les clés de la prospérité et de l'indépendance, non seulement pour lui-même, mais aussi pour la région plus large, car tout ce qui se passe en Irak affecte tout le Moyen-Orient. Sans surprise, le corridor irakien a trouvé de nombreux partenaires au loin, avec des conglomérats tels que Daewoo de Corée du Sud et Technital d'Italie qui participent. Cependant, la clé du succès du projet est le port de Grand Fao, situé sur une île artificielle à l'embouchure du fleuve Shatt al-Arab. Le port est destiné à devenir le plus grand de la région. Selon Technital, il comprendra 99 postes d'amarrage et sera capable de gérer jusqu'à 36 millions de tonnes de fret conteneurisées par an, soit environ 4 millions d'unités de conteneurs généraux. Pour comparaison, c'est presque la capacité du port de Saïd en Égypte ou des ports d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. La construction du grand port est bien avancée, et Bagdad prévoit de le terminer d'ici 2038.
L'immense échelle du projet a déjà fait les gros titres dans le monde entier, avec la digue de 15 km du port enregistrée comme la plus longue du monde. Au-delà de la publicité générée par le mouvement, la digue sert de marqueur concret du territoire maritime revendiqué par l'Irak et symbolise l'engagement de Bagdad dans le projet. Pendant ce temps, sur terre, le gouvernement irakien a commencé les travaux de construction de 1200 km de routes et de chemins de fer. Commençant au port de Grand Falls, le corridor de transport prévu serpente vers le nord, contournant les grands centres de population tels que Basra, Diwania, Najaf, Karbala, Bagdad, Tikrit et Mossoul, avant de se terminer à la zone frontalière d'Ovakoy dans le sud-est de la Turquie. Là, le corridor de transport se connecte au marché européen via l'autoroute Otoyol existante de la Turquie et les lignes de chemin de fer transanatoliennes prévues. Pris ensemble, le corridor irakien générera environ 250 000 emplois et rapportera à Bagdad jusqu'à l'éclat 4 milliards annuellement en frais de transit de fret, tout en transportant jusqu'à 40 millions de tonnes de marchandises par an. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Si le corridor irakien réussit, il pourrait réduire de 10 jours le temps moyen pour les exportations asiatiques vers l'Europe. Ce faisant, l'Irak siphonnerait le commerce de la mer Rouge, qui génère jusqu'à 10 milliards de dollars par an à Le Caire en droit de fret. Certes, le corridor irakien ne peut pas remplacer totalement le canal de Suez, mais il profitera néanmoins de la croissance du commerce Est-Ouest, qui devrait augmenter à un taux de 15% par an. De plus, à mesure que le projet irakien se développe, s'étendant sur toute la longueur du pays et contournant les principaux centres de population, les décideurs espèrent que les entreprises locales exploiteront chaque nœud du corridor de transit, créant ainsi efficacement une chaîne de valeur dans le processus. Cela revitaliserait la ruralité souffrante de l'Irak et éloignerait la pression démographique du centre des grandes villes. Pourtant, les ambitions de Bagdad dépassent le Moyen-Orient. En s'associant avec la Turquie, le Qatar et les Émirats arabes unis, l'Irak cherche à rivaliser avec le corridor économique Inde-Moyen-Orient. Cette initiative, qui a reçu un soutien vocal des États-Unis et de l'Union européenne, envisage un corridor de transit qui commence en Inde et traverse les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie et Israël, avant d'arriver dans les ports du sud de l'Europe. En inscrivant les États du Golfe dans un corridor de transit, Washington bloque efficacement les efforts chinois dans la région. D'une certaine manière, ce que nous voyons au Moyen-Orient est une bataille de corridors. Chaque itinéraire a ses propres avantages et défauts et est soumis à des conditions différentes. Ces derniers mois, le conflit à Gaza a pratiquement invalidé le corridor économique Inde-Moyen-Orient, puisqu'il tente d'impliquer à la fois Israël et l'Arabie saoudite. Maintenant, surtout avec l'instabilité dans la mer Rouge, le corridor irakien pourrait encore sortir en tête. Dessiner des lignes sur des cartes est peut-être le plus excitant aspect de la géopolitique, si seulement les choses étaient aussi faciles. Depuis l'annonce du projet en mai 2023, l'Irak a connu une effervescence d'activités diplomatiques et commerciales, y compris la visite historique du président turc en avril 2024. Malgré la proximité des deux pays, des désaccords sur le commerce, la sécurité et l'accès à l'eau douce ont maintenu les relations entre Ankara et Bagdad à distance. Depuis des décennies, les ressources en eau de la Turquie sont un point de tension constant, les législateurs turcs et irakiens étant souvent en désaccord sur les droits d'accès dans le bassin de l'Euphrate-Tigre. Ne disposant pas de sa propre industrie des hydrocarbures, le barrage en amont est resté une partie essentielle de l'indépendance énergétique de la Turquie, un sujet que les responsables turcs ont été prompts à citer dans les discussions avec leurs voisins du Sud riches en pétrole. En plus de l'accès à l'eau, les relations trilatérales entre l'Irak, le gouvernement régional du Kurdistan et la Turquie restent tendues. Entre Bagdad et Erbil,
Les litiges concernant les revenus pétroliers et douaniers sont restés un obstacle constant à la centralisation de l'autorité. Pour compliquer les choses, le gouvernement régional du Kurdistan reste lui-même divisé entre le Parti démocratique du Kurdistan et le Parti démocratique du Kurdistan, et de l'Union patriotique du Kurdistan, acronyme du Parti démocratique du Kurdistan, et de l'Union patriotique du Kurdistan, respectivement. Alors que le Parti démocratique du Kurdistan et la Turquie entretiennent une relation étroite, le Parti démocratique du Kurdistan et de l'Union patriotique du Kurdistan, basé à Soulaïmania, est soutenu par l'Iran. Le désaccord entre les deux partis kurdes a empêché une gouvernance stable dans la région du Kurdistan irakien. Cela a, à son tour, permis aux militants kurdes, tels que le Parti des travailleurs du Kurdistan ou Parti des travailleurs du Kurdistan, d'utiliser le Kurdistan irakien comme point de lancement pour des attaques contre la Turquie. En conséquence, l'intervention turque au Kurdistan irakien, y compris la construction de plus de 40 postes militaires turcs, a été caractéristique du statu quo prévalant, un fait qui est ressenti par les autorités à Bagdad. Cependant, avec des intérêts communs, même les frères les plus éloignés peuvent s'embrasser, et Ankara a beaucoup à gagner, à la fois dans le commerce et la défense si elle travaille avec l'Irak. Ayant été exclu du corridor économique Inde-Moyen-Orient, Ankara a déclaré son soutien à l'initiative de Bagdad. Dans le cadre d'une réinitialisation plus large des relations, l'Irak a pris des mesures pour réprimer le Parti des travailleurs du Kurdistan, interdisant formellement l'organisation avant la visite présidentielle turque. En faisant cela, Bagdad a donné le feu vert pour d'autres opérations turques contre le Parti des travailleurs du Kurdistan. En retour, les Turcs se sont engagés à ouvrir les vannes en amont et à fournir à Bagdad la technologie et l'assistance nécessaires pour la gestion de l'eau et l'irrigation. Pour l'Irak, une position ferme contre le Parti des travailleurs du Kurdistan interdit est un petit compromis en retour d'une plus grande coopération avec la Turquie sur les droits de l'eau et le développement des infrastructures. Pendant ce temps, pour la Turquie, la création d'un corridor fortifié coupant en deux les parties syriennes et irakiennes du Kurdistan est plus qu'une question économique, c'est une politique, un point de vue partagé par l'Iran. Le développement de l'Irak a attiré l'attention des courtiers en pouvoirs régionaux. Les Émirats arabes unis et le Qatar ont signé une déclaration conjointe en soutien du projet. Alors que les Émirats arabes unis ont servi de lien critique dans le corridor économique Inde-Moyen-Orient, les Émiratis ne le voient plus comme une plateforme viable et veulent garder leurs options ouvertes. Ainsi, les Émirats arabes unis poursuivent leur engagement avec l'Irak comme moyen de contenir l'influence iranienne de manière minilatérale tout en renforçant la souveraineté irakienne. Pour le Qatar, un terrain d'entente est trouvé en se désinvestissant des grandes puissances et en se tournant davantage vers une propriété régionale. De plus, Doha a apporté son soutien financier au projet dans l'espoir de maintenir son influence sur son développement. Cela étant dit, tous les voisins de l'Irak n'ont pas été aussi accueillants. Téhéran a le plus à perdre si le corridor irakien réussit. Non seulement Bagdad deviendrait de plus en plus indépendant de l'influence financière de Téhéran, mais le rôle traditionnel de l'Iran en tant qu'ancre de la région du Golfe serait gravement compromis, alors que le commerce se détourne vers l'ouest. De plus, le même corridor irakien interromprait probablement également le flux d'armes iraniennes en Syrie, tout en restreignant les groupes mandataires de l'Iran à opérer à proximité. Par conséquent, des groupes soutenus par l'Iran tels que le Hezbollah irakien ont déjà exprimé leurs préoccupations concernant le plan, ce qui peut être interprété comme rien de moins qu'un avertissement direct de Téhéran. L'influence iranienne s'étend au-delà des milices chiites dans le sud de l'Irak. Téhéran a maintenu des relations étroites avec le PUK politique et le Parti des travailleurs du Kurdistan militant, par le biais desquels il maintient une politique multilatérale à l'égard de la Syrie voisine. Donc si Téhéran souhaite repousser les plans de Bagdad et d'Ankara, il dispose d'un ensemble d'outils pour le faire. Pour l'Irak, les répercussions de l'Iran voisin représentent le plus grand danger pour la faisabilité de son corridor. Même si les Irakiens pouvaient se frayer un chemin à travers le dédale d'opposants politiques, de militants hors la loi et de mandataires étrangers, il y aurait encore plus de litiges plus au sud dans la mer.
En l'état, la côte totale de l'Irak est assez mince, mesurant seulement 58 km de bout en bout. Cela signifie que la construction du grand port lointain a lieu dans un espace maritime extrêmement restreint. L'Irak est essentiellement un immense entrepôt avec une petite porte. Bien que de telles déclarations soient faites en plaisantant, elles décrivent un problème plus large dans la géopolitique de l'Irak. Depuis son indépendance, en 1932, Bagdad a cherché à repousser à la fois les démarcations maritimes iraniennes et koweïtiennes, une posture qui a finalement abouti à la catastrophique guerre Iran-Irak et à la guerre du Golfe. Des décennies de destruction sur destruction ont laissé l'Irak institutionnellement dysfonctionnel et ravagé par les vices d'État que sont la corruption, le sectarisme et le militarisme. De tels problèmes jettèrent le doute sur des méga-projets tels que la route de développement. Des scandales ont déjà éclaté concernant l'importation et l'utilisation d'équipements de construction de qualité inférieure. Là où l'argent a été utilisé avec succès dans son intégralité, cela n'a souvent pas été suffisant. Le risque constant d'insolvabilité, ainsi que les dépenses toujours croissantes du projet, deviennent progressivement prohibitifs pour les législateurs à Bagdad. Alors que l'Irak lutte contre les faiblesses institutionnelles, le Koweït voisin a annoncé des plans pour construire un port parallèle, à 2 pas du port de Grand Falls en Irak. Ainsi, dans les décennies à venir, nous pourrions avoir 2 grands ports valant plusieurs milliards de dollars l'un en face de l'autre. Mais cette région n'est pas assez grande pour les deux, donc seul l'un d'eux restera. En somme, l'Irak est la colle qui maintient le Moyen-Orient ensemble, mais c'est aussi le catalyseur qui ne cesse de le briser. S'il y a une chose sur laquelle tous les courtiers de pouvoir régionaux peuvent s'entendre, c'est qu'un Irak stable et prospère pourrait réparer le Moyen-Orient. Une alliance dans le but gagne des batailles. J'ai été votre hôte Shervan de Caspian Report. Merci pour votre temps et Saol.